Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien en cette magnifique journée. En fait, je suis Karina Serré, je suis la directrice des communications au Conseil québécois du commerce de détail. Aujourd'hui, il me fait un très, très grand plaisir de vous présenter l'un de nos conseillers, je dirais presque chouchou au virage numérique, mais aussi un spécialiste en commerce électronique, Monsieur Martin Aubry. Donc, il va aujourd'hui parler le commerce, le sujet, pardonnez-moi, le sujet, c'est le e-commerce omnicanal pour petites entreprises, volet 1. Et les différents thèmes abordés, les canaux de vente les plus importants pour votre entreprise, maximiser le nombre de visiteurs pour chaque canal, identifier les différents formats publicitaires et le meilleur moment pour les utiliser. Donc, c'est évidemment ce webinaire-là est en collaboration avec un de nos bons partenaires Détail Québec. Donc, je vous souhaite un excellent webinaire en compagnie de M. Martin Aubry. Martin, es-tu là? Donc, merci beaucoup. Passez une excellente journée et surtout un excellent webinaire. Ah, je vous présente aussi Vanessa Lamétrie qui va vous expliquer un peu comment le fonctionnement, si vous avez des questions, etc. Elle va vous expliquer le petit fonctionnement. Donc, je vous souhaite un excellent webinaire. Bonne journée! Parfait. Bonjour à tous les participants. Pour la période des questions à la fin du webinaire, Martin accordera 15-20 minutes de questions. Vous allez avoir deux options. Durant tout le long du webinaire, vous avez dans la barre des tâches en bas de votre écran l'option QR pour poser vos questions à l'écrit. Je les poserai durant la période de questions directement au conférencier. Et également, vous avez l'option main levée. Donc, si vous préférez poser une question peut-être plus développée, j'activerai votre micro durant la période de questions et vous poserez les questions à Martin directement à l'oral. Voilà, bon webinaire à tous. À toi la parole, Martin. Merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde, merci d'être là aujourd'hui. Je vais commencer par partager mon écran, puis on va pouvoir commencer immédiatement la présentation. D'accord. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va discuter, c'est la vente omnicanal. Si vous voyez ici, en fait, je vous mentionne la vente multicanal. Pourquoi vente multicanal? Parce qu'en fait, ça serait la première étape pour vous pour arriver à la vente omnicanal. Donc, la première étape pour vous, c'est faire du multicanal. Puis, une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir passer à la vente omnicanal. Je vais juste vous parler de moi un petit peu avant de commencer. Ça fait une quinzaine d'années que je fais du marketing numérique. Ça fait peut-être presque 3 ans, peut-être même un peu plus que 3 ans que je travaille avec le CQCD à conseiller des entreprises en e-commerce de toute taille. Je me spécialise principalement dans 3 domaines, soit l'infolette, les publicités en ligne et le référencement organique. Les objectifs du webinaire aujourd'hui, en fait, comme je vous mentionnais tantôt, c'est de vous expliquer c'est quoi la vente multicanal, mais ce qui est important aussi pour moi, en fait, c'est qu'après aujourd'hui, vous soyez en mesure de prendre des actions concrètes pour être prêt à passer à la vente omnicanal. Donc, vous allez avoir quoi, 1 semaine ou 2 semaines avant le prochain webinaire, qui va être la partie 2, là où on va y aller avec des choses qui vont être plus avancées. Mais même si dans la partie 2, ça va être des choses qui vont être plus avancées, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, vous allez trouver des informations qui sont intéressantes pour vous, des choses que vous allez pouvoir mettre en place aujourd'hui pour votre vente sur votre site web. Donc, je vous explique qu'est-ce que la vente multicanal est. Ensuite, on va identifier les différents canaux de vente. Et puis, le but, c'est d'optimiser le revenu pour chacun de ces canaux-là. En appliquant des actions simples, efficaces et éprouvées. Comme Vanessa mentionnait, à la fin du webinaire, il va y avoir une période de questions pour vous. Donc, première chose, parlons du marketing omnicanal. C'est quoi le marketing omnicanal? Il y a du marketing multicanal, il y a du marketing omnicanal. Souvent, ce qui va être la différence, en fait, c'est que le marketing multicanal, dans le fond, c'est que, par exemple, votre détaillant, ou pas votre détaillant, mais plutôt votre client
reçoit une information ou vous trouve par rapport aux médias sociaux et va se diriger vers un point d'achat qui va être votre magasin ou qui va être votre commerce. Même chose pour le courriel. Le marketing omnicanal, en fait, ce que ça fait, c'est que ça vous permet, c'est que maintenant, le client ne va pas suivre un chemin direct vers l'achat. Il va peut-être arriver par vos médias sociaux, va ensuite passer par son téléphone mobile, va s'abonner à votre infolette et puis finalement va faire un achat. Donc, l'idée avec le marketing omnicanal, ça va être vraiment d'encadrer le client pour qu'il puisse, peu importe où il est dans son processus d'achat et peu importe où il est physiquement ou numériquement, pouvoir continuer à avancer dans le processus d'achat pour en faire un acheteur éventuel. Donc, la première chose à faire, en fait, ce serait de voir vos revenus à vous ressemblent à quoi. Ici, je me fie un petit peu sur mon expérience. Donc, ça, c'est des statistiques qui sont faites par moi. Ce n'est pas, une recherche qui a été faite sur 3000 magasins à e-commerce, mais quelques centaines en tout cas. Et voici, vos revenus ressemblent à quoi? Ou devraient ressembler à quoi, en fait? Donc, la partie orange ici, c'est le référencement organique. Le référencement organique est un canal de vente qui est extrêmement important pour votre e-commerce. Pourquoi? Parce que c'est là que vous allez faire les meilleures marges de profit. Vous ne payez pas de publicité, vous allez travailler avec des marges complètes. Et personnellement, par expérience, je n'ai pas vu encore de magasin de e-commerce qui a du succès sans avoir un canal de référencement organique qui est très, très dynamique et efficace et qui va amener beaucoup de ventes. Deuxième canal de vente, la publicité. La publicité, souvent, va représenter 20-30 % des ventes d'une entreprise. C'est un canal de vente qui est extrêmement important parce qu'il va vous permettre d'aller chercher des nouveaux clients. Ce n'est pas le canal qui va vous permettre de faire beaucoup d'argent dès le départ parce que, dans le fond, il y a une partie de votre marge qui va être prise par les coûts publicitaires. Une fois que vous avez déjà fait un achat avec un client, dans le fond, c'est plus facile de refaire, le client a des bonnes chances de refaire un deuxième achat avec vous, puis c'est là que ça devient intéressant. Troisième canal en importance, je vous dirais par expérience environ 15 à 20 % des ventes de votre site devraient venir des infolettes. Les infolettes, on a tendance à penser que ça ne fonctionne plus, les infolettes, ou ça fonctionne moins qu'avant. En fait, c'est quelque chose qui est primordial pour faire des ventes en ligne. Les infolettes, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Puis même si ça représente seulement 15 à 20 % de vos ventes, ça va souvent représenter 30-40 % de vos profits. Pourquoi? Parce que, encore là, comme avec le référencement organique, vous fonctionnez avec des marges complètes. N'oubliez pas aussi que les clients que vous acquérez avec la publicité, bien souvent, la façon de les rejoindre pour faire une deuxième vente avec eux, ça va souvent se passer par l'infolette. Donc, c'est un canal de vente qui est vraiment primordial. Ici, on a autre. Autre, ça inclut quoi? Vous avez peut-être remarqué, je n'ai pas parlé de médias sociaux. Alors, pourquoi je n'ai pas parlé de médias sociaux? Parce que généralement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les médias sociaux sont excellents pour aller chercher de la notoriété, mais ne sont pas très efficaces pour aller chercher des ventes en ligne. Souvent, ça va représenter 5 % ou moins, ou dans les meilleurs cas, 10 % ou moins des ventes qui sont faites par un site web. Donc, je vous mentionne ça parce que souvent, ce que je vais voir avec mes clients, c'est des clients qui vont mettre énormément de temps sur les médias sociaux, mais très peu de temps sur les infolettres, sur le référencement organique, sur les publicités, alors que leurs canaux de vente principaux, ce sont ces canaux-là, ce ne sont pas les médias sociaux. Ceci étant dit, les médias sociaux peuvent être très importants quand même pour certains types d'entreprises. Si vous vendez des produits qui sont très visuels, si vous vendez des vêtements, si vous vendez des costumes de bain, si vous vendez des produits
qui parlent beaucoup visuellement. Les médias sociaux peuvent être très importants puis peuvent être un canal de vente très important pour vous. Mais je vous dirais que pour la majorité des entreprises, ce n'est pas le cas. Maintenant, j'ai parlé de à quoi vos ventes devraient ressembler. Je vous dis comment faire pour aller voir vos ventes dans Google Analytics. Donc, si vous voulez aller voir l'équivalent de ce que je viens de vous montrer dans votre Google Analytics, vous pouvez le prendre en note si vous voulez. Vous allez dans votre Google Analytics, vous faites acquisition, vous allez dans tout le trafic et puis vous allez dans canaux par la suite, puis ça va vous donner exactement, ça va vous donner un tableau qui ressemble à ça. Donc, vous allez avoir vos ventes organiques, vos ventes payantes, direct, social, les références, les courriels, et puis vous allez avoir l'acquisition des clients qui se fait de cette façon-là. Vous allez avoir les chiffres totaux de vente, vous allez avoir les taux de conversion, puis ça va vous donner une excellente idée d'où vos ventes proviennent présentement et sur quels canaux vous devez vous concentrer, quels canaux vous avez des faiblesses, quels canaux vous avez des forces et quels canaux, dans le fond, sur lesquels travailler dans le futur. Stratégie multicanal, ça ressemble à quoi? Bien, ça ressemble à ça à peu près. Vous avez des gens qui arrivent sur votre site web, que ce soit pour du référencement organique, des médias sociaux, de la publicité, des infolettes. Évidemment, il y a d'autres sources d'entrée sur un site web, mais ce sont les principales. Ces visiteurs-là vont arriver vers une page d'entrée. La page d'entrée va être un blog, peut être une page de collection de produits, peut être directement une page de produits, peut être votre page d'accueil, souvent. Et là, à partir de ce moment-là, ce qu'on veut faire, une fois qu'on a un visiteur qui arrive sur la page, c'est qu'on veut, par des stratégies différentes, le pousser à devenir un acheteur. Donc, ce qu'on va vouloir vraiment faire, c'est d'accompagner le visiteur pour le transformer en acheteur. Donc, si on regarde un petit peu plus attentivement pour le canal d'acquisition du référencement organique. Donc, le référencement organique, dans le fond, c'est quoi le référencement organique? Bien, c'est assez simple. Vous allez sur le web, vous allez dans Google, et puis là, vous allez taper soit un nom d'entreprise ou un produit, et puis là, vous allez vous retrouver sur le site web. Vous allez avoir du référencement organique sur votre site. Ça, c'est sûr et certain. Pourquoi? Parce normalement, il y a des gens qui devraient chercher votre entreprise. Et si ces gens-là cherchent votre entreprise, bien, dans le fond, ils vont taper ça dans Google, puis vous allez vous retrouver, dans le fond, à devenir la cible, puis à devenir la cible qui va être affichée, puis les gens vont cliquer sur le lien, puis ils vont se retrouver sur votre site. Ce qui est intéressant en référencement organique, c'est d'aller chercher un client qui ne vous connaît pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous vendez, je ne sais pas moi, des raquettes de tennis, bien, si votre nom d'entreprise, ça s'appelle Raquettes de tennis incorporées, bien, si la personne cherche Raquettes de tennis incorporées, elle va vous trouver, ça, ce n'est pas un problème. La personne qui recherche une raquette Wilson de modèle XYZ ou qui cherche des raquettes de tennis à 100 $ ou à 200 $, et puis que c'est votre site qui est référencé, c'est à ce moment-là que ça devient vraiment, vraiment intéressant au niveau du référencement organique. Une autre façon d'améliorer votre référencement organique grâce à un blog. Là, en fait, avant de continuer, je veux juste vous mentionner, j'ai fait une formation au tout début de la pandémie, environ à la mi-mars, sur le référencement organique. C'était une formation qui dure 1h30 et qui couvre vraiment tous les points les plus pertinents pour le e-commerce, comment optimiser votre site pour le référencement organique dans un cadre de e-commerce. Puis je parle de toutes ces thématiques-là en détail, donc c'est vraiment quelque chose qui est très complet. Vanessa va pouvoir l'ajouter dans le chat pour référence si vous voulez aller voir, parce que vous pouvez aller encore voir cette formation-là, aller voir la vidéo de la formation. Je suis la même personne, j'avais juste un peu moins de cheveux à ce moment-là, la pandémie oblige. Donc, vous pourrez aller voir ça si vous voulez avoir plus de détails. Je vais juste vous parler d'un autre petit point en référencement organique qui est quand même très intéressant et qui peut être très, très important pour un e-commerce. Des fois, ça arrive souvent que je vais voir un site web qui va recevoir, je ne sais pas moi, 5 000 visiteurs par mois. Puis sur les 5 000 visiteurs par mois, bien, il y en a 3 500, 4 000 qui arrivent grâce à un blog.
Là, maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont dites par rapport au blog et qui ne sont pas toujours les plus pertinentes. Si vous voulez faire un blog qui attire des gens, il y a une recette qui est à appliquer. La première chose, c'est d'écrire des blogs sur des choses qui sont recherchées, sur des thématiques qui sont recherchées, de faire des blogs qui sont très, très complets aussi. Donc, encore là, si vous avez un magasin de raquettes de tennis, par exemple, ben, si, je ne sais pas moi, s'il y a un volume, si on se rend compte qu'il y a un volume de recherche intéressant sur comment accorder une raquette vous-même ou comment faire votre manche de raquette ou les 10 techniques pour frapper votre coup droit, pour améliorer votre coup droit ou 10 exercices, peu importe. Si vous écrivez sur un sujet qui a un gros volume de recherche, vous pouvez facilement aller vous chercher 1 000, 2 000, 3 000, 4 000 visiteurs par mois, tout dépendant du type de produit que vous avez. Donc, ça peut être un outil qui peut être très, très, très intéressant pour votre site web. Deuxième point, les médias sociaux, les canaux d'acquisition médias sociaux. Je reviens, dans le fond, sur un petit élément qui sont les taux de conversion. Là, on voit ici les taux de conversion. Donc, le courriel, 4,29 % de taux de conversion. Donc, je vous mentionnais tantôt que c'était quelque chose qui était très, très important. Donc, à 4,29 %, on peut considérer que c'est un outil qui est très, très utile. Search, dans le fond, qui est le référencement organique, 3,4 %. Direct, donc des gens qui vont arriver directement sur votre site web, 2,93 %. Et médias sociaux, 1,81 de taux de conversion. Je vous dirais que ces taux de conversion-là me semblent particulièrement élevés là, dans toutes les phases. Moi, ce que je vois plus souvent, c'est des médias, par exemple, un taux de conversion qui va tourner plus autour de 2 % pour les canaux privilégiés, 2,5 % maximum en organique, en courriel. Les médias sociaux, on va souvent tomber dans le 0,2, 0,3 %. Donc, les médias sociaux, c'est important. Mais c'est important selon le type d'entreprise que vous avez et ce n'est pas important d'être sur tous les médias sociaux. Ça, c'est une autre chose que j'entends souvent aussi et qui est fausse. Le seul média social sur lequel vous devez être absolument présent, c'est Facebook. Pour le reste, ça dépend de ce que vous vendez. Si vous vendez à d'autres entreprises, LinkedIn peut être intéressant, Pinterest peut être intéressant, Instagram peut être intéressant aussi, tout dépendant du type de produit que vous vendez. Un autre canal d'acquisition, les publicités. Donc, les publicités, ça, il y a beaucoup de gens qui engagent des firmes publicitaires ou qui ont essayé des publicités puis qui ont essayé des publicités qui ne fonctionnent pas. Donc, en fait, je vais vous expliquer quel type de publicité doit être utilisé, à quel moment, et puis aussi pourquoi vous ne réussissez pas à vendre avec vos publicités en y allant d'une façon logique. Fait que pour commencer, en fait, je veux juste vous présenter les principaux formats publicitaires que vous pouvez utiliser. Donc, le premier, c'est Facebook. Juste préciser une petite chose. Je parle des médias sociaux depuis tantôt et je dis que ce n'est pas nécessairement le meilleur canal de conversion. Il ne faut pas confondre les médias sociaux et la publicité sur les médias sociaux. Ce sont deux choses qui sont totalement différentes. Quand je parle de médias sociaux, en fait, je parle de faire des posts sur Instagram, faire des posts sur Facebook. Dans le fond, ces posts-là, généralement, ne vont pas aller chercher, vont avoir premièrement une portée qui va être limitée et deuxièmement, un taux de conversion qui ne va pas nécessairement être optimal. Par contre, dans le cadre de publicité, on peut faire des choses qui peuvent être très, très efficaces. Donc, les publicités par Facebook peuvent être très intéressantes. Ensuite, on a des Google Ads, Display Network. C'est quoi le Display Network? En fait, c'est des publicités visuelles qui s'affichent. J'ai pris une page de la presse. Donc, des publicités qui s'affichent ici ou qui s'affichent à d'autres endroits. Donc, ça s'appelle le Display Network. Donc, ça, c'est un autre format publicitaire qui peut être utilisé et qui est quand même assez largement utilisé et qui peut être intéressant. Un autre format publicitaire, Google Ads Search. Donc, on a ici des publicités qui sont écrites. Ces publicités-là, ce sont des publicités qui sont relativement compliquées à gérer, mais qui peuvent avoir un très bon résultat. En fait, je vous dirais que c'est probablement le format publicitaire qui est le plus intéressant, à utiliser pour beaucoup d'entreprises.
parce qu'on va chercher un gros volume de publicité avec un gros taux de conversion, mais il faut savoir qu'est-ce qu'on fait, il faut savoir comment faire les publicités. C'est une excellente façon de faire de l'argent, mais c'est une excellente façon d'en perdre. Une des grosses raisons pour lesquelles Google vaut maintenant quelques billions, on est rendu à 1,5 billion, je pense, de valeur, c'est sûr que le point de départ pour eux, ça a été énormément ces recherches-là. Ensuite, un autre format publicitaire qui est maintenant beaucoup plus répandu qu'il l'était avant. Je me rappelle, il y a seulement 2 ans ou 3 ans au Canada, ce n'était vraiment pas beaucoup utilisé. C'est d'avoir des publicités qui sont de type shopping. Donc, une publicité de type shopping, c'est quoi? C'est qu'on montre un produit. Ici, on montre où il est. Souvent, on va montrer le prix aussi. Donc, ça, c'est des publicités qui vont être montrées puis qui peuvent être, là, on voit ici qu'il y a des publicités dans le search. Maintenant, il y a plusieurs formats de publicitaires qui peuvent être affichés en même temps. Donc, ces publicités-là vont souvent être affichées, ou en tout cas vont être le plus efficaces quand on est dans des recherches de produits spécifiques. Donc, si je recherche un modèle particulier, donc à ce moment-là, ces publicités-là vont être très, très efficaces. Ensuite, autre format publicitaire. En fait, publicité selon l'étape du canal d'achat. Je vous disais, je vais vous expliquer pourquoi vos publicités ne fonctionnent pas ou vous expliquer tant mieux pour vous si vos publicités fonctionnent. Chaque format publicitaire doit être utilisé pour une étape différente dans le processus d'acquisition. Donc, vous vous rappelez, tantôt, je vous ai montré le processus d'acquisition. Donc, le but, c'est d'arriver ici à acheteur. Une publicité de produit, ici, comme ça. Okay? Cette publicité-là que j'affiche, dans le fond, c'est un client qui cherche un produit spécifique. Donc, ou en tout cas, qui va faire une recherche qui va être très, très spécifique. Donc, je me cherche un manteau d'hiver de telle marque, puis idéalement de tel modèle. Donc, ce client-là est très près d'un achat. Donc, ce client-là est déjà ici. Donc, c'est un format publicitaire qui est vraiment intéressant parce qu'il est tout près de faire l'achat ici. Ici, les publicités qu'on a vues avec le Google Search, ce sont des publicités où le client va être en recherche, mais ne sera pas nécessairement en recherche active ou en recherche très ciblée. D'ailleurs, on le voit ici, Simons, l'événement pour hommes, les livraisons gratuites. Donc, si je me cherche, par exemple, un manteau d'hiver, je pourrais avoir un manteau d'hiver pour hommes, par exemple, qui s'affiche ici. Donc, je ne sais pas encore quelle marque je veux, je ne sais pas quel prix je vais payer, mais je sais que je veux un manteau d'hiver. Donc, ce client-là est quand même avancé dans son processus d'achat. Il n'est pas ici, mais il est ici, par contre. Donc, et on a ici, finalement, le format publicitaire qui est de l'acquisition. Okay? Donc, l'acquisition, c'est quoi? C'est que si je sais que, par exemple, je veux m'acheter une automobile, mais je n'ai pas encore décidé, mais je ne suis pas avancé ou je pense que je vais avoir besoin d'une auto présentement, mais c'est un processus de recherche. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être être plus réceptif à ce genre de publicité-là, qui va être dans le Display Network ou qui va être dans Facebook, qui va être at large. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller chercher de la notoriété puis d'aller chercher des clients qui sont au plus large. Là, maintenant, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui coûte le moins cher, vous pensez? Est-ce que c'est de prendre un client qui part d'ici, de le faire passer à cette étape-là et ensuite de le faire passer à cette étape-là? Ou de prendre un client qui est à cette étape-là et de le faire passer à cette étape-là? C'est beaucoup moins cher de faire passer, évidemment, un client d'ici à l'achat que de faire passer d'un client d'en haut à l'achat. Pourquoi? Bien parce que normalement, votre client va être accompagné par plein de formats publicitaires, par plein d'autres choses que vous allez faire. Et dans le fond, votre coût d'acquisition va être beaucoup plus élevé. Donc, la première chose à faire, c'est de commencer par ces publicités-là. La deuxième chose à faire, c'est d'aller chercher beaucoup plus de gens avec ce format de publicitaire-là. La troisième chose à faire, c'est d'aller chercher ce genre de publicité-là aussi. Autre petit point, où est-ce que la majorité de votre argent devrait être investi?
bien, probablement que 80 de votre budget publicitaire devrait être investi dans ces deux étapes publicitaires-là. Quand je dis deux étapes publicitaires-là, je ne parle pas nécessairement de faire un Google Ads. On va voir qu'il y a plein d'autres formats qu'on peut utiliser en remarketing. On peut utiliser, par exemple, du Facebook en remarketing, du Google Ads en remarketing. On va surtout voir ça dans la partie 2. Mais c'est vraiment... Puis quand on est en remarketing, bien là, à ce moment-là, on peut considérer qu'on est dans les deux étapes finales. Mais c'est vraiment là que 80 de votre budget publicitaire devrait se trouver, puis 20 de votre budget publicitaire devrait se trouver ici en notoriété. Les erreurs à éviter en publicité. Faire des publicités Facebook parce que c'est facile. Donc ça, il n'y a rien de plus facile à faire que je ne sais pas c'est quoi le terme en français, mais de booster un post sur Facebook. Alors, vous avez un post sur Facebook, je booste le post sur Facebook, mais peut-être que votre post Facebook n'est pas orienté vers une clientèle qui est prête à acheter un produit. Peut-être que vous ne visez pas la bonne cible. Il y a plein de raisons pour lesquelles vous pourriez ne pas avoir de bonnes publicités Facebook. Donc, souvent, les gens mesurent et disent « Ah, je pourrais faire la publicité Google Ads ou je pourrais faire la publicité Google Facebook avec Facebook. » Mais si vous postez si vous boostez des posts que vous avez, à ce moment-là, généralement, ça ne va pas être très efficace. Ce qui va être efficace avec Facebook, ça va être de faire des campagnes publicitaires spécifiques. Mais faire des publicités Facebook, juste pour la simple et bonne raison que c'est facile de booster un post, c'est une des raisons c'est une erreur à éviter. Tentez de faire des campagnes d'acquisition dans le Display Network. Donc, comme je vous parlais tantôt, le Display Network, je vais vous faire une petite confidence, ça fait longtemps que je fais des campagnes numériques. C'est très, très, très difficile d'avoir des campagnes en Display Network qui vont être rentables. C'est-à-dire que je vais avoir un coût d'acquisition qui va faire que je vais être capable de faire un profit encore sur mon produit. Donc, ce que vous voulez faire à ce moment-là, c'est d'éviter d'avoir des campagnes d'acquisition de cette façon-là. Les campagnes display vont être très efficaces si vous voulez aller chercher de la notoriété, si vous avez un produit qui est vraiment at large, si vous êtes belle, si vous avez un brand qui est reconnu. Là, à ce moment-là, vos campagnes de display peuvent être efficaces. Mais c'est très difficile de faire des campagnes dans le Display Network de façon rentable quand ce n'est pas fait dans un format de remarketing. Ensuite, ne pas cibler suffisamment ces campagnes. Donc, ça, c'est surtout pour Google Search. Donc, les gens qui font des campagnes ou qui ont des agences qui font des campagnes et qui ont de la difficulté à atteindre la rentabilité, je vous dirais que dans 80 des cas, c'est à cause de ça. C'est que les campagnes ne sont pas suffisamment ciblées. Donc, par exemple, une campagne ciblée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne vais pas faire une publicité écrite sur manteau d'hiver. Je vais faire une publicité écrite sur manteau d'hiver pour hommes. Je vais écrire un manteau d'hiver avec des couleurs, avec des taux par exemple, avoir un manteau à -10 ou avec une utilité, un manteau d'hiver pour faire du ski de fond, un manteau d'hiver pour de ski, donc rajouter des utilités. L'idée, c'est d'aller vraiment chercher le client qui cherche le type de produit que vous avez dans votre boutique. Donc, souvent, ce que je vais voir, c'est que ça va être des campagnes qui ne seront pas suffisamment ciblées et qui vont être trop larges. Quand on est trop large, dans le fond, on va avoir beaucoup de clics qui vont se faire sur notre publicité, mais comme on ne peut pas répondre à tous les besoins, bien, les gens vont arriver sur le site, vont faire comme « Ah non, ce n'est pas exactement ce que je cherche, je sors, donc j'ai payé pour rien, puis ma publicité va être degraded ». Parce que, dans le fond, quand les gens cliquent sur ma publicité, bien, ils ne sont pas satisfaits de ce qu'ils voient, ils ressortent du site. Donc, là, il va falloir que je paye plus cher pour avoir un meilleur affichage. Donc, si vous voulez éviter ça, donc vous voulez avoir des publicités qui vont être vraiment ciblées sur vos produits spécifiques. Ça, j'en ai parlé. Mettre la majorité de son argent en acquisition de clientèle au lieu d'investir massivement en conversion de clients déjà qualifiés. C'est un petit peu comme la même logique de dire, c'est sûr que ce n'est peut-être pas un client qui a acheté, mais c'est la même logique que de dire c'est beaucoup plus facile de vendre un client qui a déjà acheté qu'un client qui n'a jamais acheté de vous. Et là, dans le fond, si vous mettez la majorité de votre argent en acquisition de clients, bien, vous allez chercher des clients qui
vous tentez d'aller chercher des clients qui ne sont pas qualifiés encore. Pas qualifiés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont pas démontré d'intérêt pour votre produit ou qui n'ont pas visité votre site web, donc qui n'ont pas pris aucune action avec votre brand. Donc, ça, c'est ce que vous voulez éviter aussi. Et l'autre chose, ne pas faire de remarketing. Je vous explique rapidement c'est quoi le remarketing parce qu'il y a une grosse partie de la prochaine formation qui va porter là-dessus parce que c'est vraiment une des stratégies à utiliser quand on fait du omnicanal. Donc, le remarketing, c'est quoi? C'est que vous avez quelqu'un qui vient sur votre site web. Une fois que la personne vient sur votre site web, vous pouvez recibler cette personne-là avec des publicités ciblées. Donc, par exemple, je suis sûr que vous avez déjà fait vous avez déjà fait la constatation avec Amazon, qui sont d'ailleurs excellents là-dedans. Vous allez sur le site d'Amazon, vous cherchez une pelle, puis là, finalement, vous ne faites pas votre achat, puis là, vous allez sur le web, on dirait que peu importe la page où vous allez voir des pelles partout, vous allez voir des pelles sur Facebook, vous allez voir des pelles sur Instagram, vous allez voir des pelles sur le site de la presse. Mais c'est ça du remarketing. Il y a plusieurs techniques de remarketing qui peuvent être appliquées. La plupart des gens, par contre, ou des entreprises que je vois n'utilisent pas le remarketing à son avantage ou à sa pleine valeur. Donc, ça, on va en parler quand même pas mal au courant de la prochaine formation. Dernier canal d'acquisition, l'infolettre. L'infolettre, en fait, comme je vous ai parlé, c'est un canal d'acquisition qui est très, très important. La chose la plus importante quand vous voulez optimiser le revenu que vous avez par vos infolettes, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des fenêtres pop-up, des pop-up windows qui vont s'afficher sur votre site web. Quand je parle de ça, j'ai toujours la réaction de « Ah, ouais, mais moi, je trouve ça vraiment fatigant, les fenêtres pop-up. Ça marche-tu vraiment? » Premièrement, je suis d'accord. C'est vrai que c'est fatigant, les fenêtres pop-up, mais le problème avec les fenêtres pop-up, c'est que ça fonctionne. Puis, quand on y pense, c'est logique pourquoi ça fonctionne. Souvent, ce qui va être utilisé, ça va être, par exemple, d'avoir des promotions. Comme ici, j'ai un exemple de Simons qui offre un 10 $ sur le prochain achat, 15 % sur le château. Donc, il y a plein de types de promotions qui peuvent être faits. La raison pour laquelle je vais trouver qu'un pop-up est fatigant, c'est parce que je ne suis pas prêt à acheter. Je ne suis pas avancé dans mon processus d'achat, mais le jour où là, je vais commencer à être avancé dans mon processus d'achat et que je vais être prêt à faire un achat, il y a des bonnes chances que quand je vais voir le pop-up, je vais vouloir sign in. Puis d'ailleurs, vous pouvez constater, allez voir dans vos courriels, allez voir à quelle infolette vous êtes abonné, puis il y a probablement 80 % des infolettes auxquelles vous êtes abonné et vous vous êtes abonné par une fenêtre promotionnelle comme ça. Si vous mettez juste une petite barre au bas de votre site, tenez-vous au courant avec mon infolette, vous allez avoir un taux de conversion qui va ressembler probablement à 0,3 %, c'est-à-dire que vous allez avoir 3 clients sur 100 3 clients sur 1000 plutôt qui vont s'abonner, ou très peu, en tout cas, 30, je pourrais revoir ma maths, mais en tout cas très peu, tandis que si vous avez une fenêtre pop-up, à ce moment-là, vous allez des fois avoir un taux de conversion qui va être dans le 3 à 5 %. Moi, j'ai déjà vu du 10 %. Plus vous allez évidemment avoir quelque chose d'intéressant à offrir. Un rabais est toujours très intéressant, mais ce n'est pas nécessaire c'est pas toujours nécessaire d'offrir un rabais. Des fois, on peut offrir des exclusivités, on peut offrir différents types de choses qui sont adaptées à ce que votre entreprise offre. Mais quand vous offrez ça, bien là, à ce moment-là, vous allez aller chercher beaucoup plus d'abonnés. Tu sais, quand vous y pensez, si vous avez 10 000 personnes, puis que vous avez un taux qui visitent votre site web par mois, et que vous avez un taux de conversion entre 5 et 10 % pour les fenêtres pop-up, ça veut dire que vous allez chercher entre 500 et 1000 nouveaux abonnés par année. Donc, entre 6 et 12 000 nouvelles adresses courriels par année. Et puis ça a énormément de valeur. Pour la valeur d'un e-commerce, avoir une liste d'envoi de 20, 30, 40, 50 000 personnes, c'est quelque chose qui a énormément de valeur parce que vous savez que je vais être capable d'envoyer un courriel, puis avec ce courriel-là, je vais être capable de faire
1000, 5000, 10 000, 15 000 de vente à chaque fois en moyenne. Donc, ça, c'est un revenu récurrent qui est extrêmement important. Les infolettes sont un canal de vente primordial. Le taux d'ouverture moyen, 20 ce qui est quand même très élevé. Et les taux de clics, donc le nombre de gens qui vont se retrouver sur les sites, vont être très, très élevés aussi. Donc puis, tu sais, quand on y pense, c'est logique, là. Vous envoyez un courriel à quelqu'un qui vous connaît, à quelqu'un qui a déjà été sur votre site web, quelqu'un qui est intéressé par vos produits et possiblement quelqu'un qui a déjà fait un achat à vos produits. Donc, utilisez-la, cette infolette-là. Juste un petit point par rapport à l'infolette. Envoyer une infolettre à 500 personnes ou envoyer une infolettre à 500 000 personnes, c'est à peu près la même tâche de travail. Donc, ça veut dire que l'effort que vous mettez dans la gestion de votre infolette doit être, dans les envois de votre infolette, doit être fait en lien avec le nombre d'abonnés que vous avez. Si vous avez 75 abonnés à votre infolette, même si vous préparez, vous envoyez une infolettre à chaque semaine, ça ne vaudra pas la peine. Concentrez-vous sur aller acquérir plus d'abonnés à ce moment-là. Quand vous êtes rendu à 3, 4, 5, 6 000 abonnés, bien là, vous pouvez commencer peut-être à regarder. Bon, minimalement, ce que vous voulez faire, c'est envoyer au moins une fois par mois. Mais par la suite, ça va être au moins d'envoyer en lien avec le nombre de personnes que vous avez. Vous êtes rendu à 15-20 000, alors, bien, je pense qu'on pourrait peut-être en envoyer un ou 2 semaines. On pourrait en envoyer un chaque semaine. Ça dépend toujours, encore là, de votre entreprise et des produits que vous vendez, à quel rythme les achats peuvent être effectués. On va parler aussi de techniques plus avancées dans la phase 2 par rapport à la gestion des courriels. Mais d'ailleurs, voici ce qu'on va parler beaucoup dans la vente omnicanal. Dans le fond, on va parler des techniques de reciblage avancées pour augmenter vos ventes. Donc, beaucoup par le remarketing, beaucoup par les infolettes. On va s'assurer que vous ne perdiez aucune vente en utilisant de façon efficace les courriels de vos clients. Et puis, on va aussi découvrir des techniques omnicanal avancées qui vont s'adresser surtout qui vont être surtout utilisées par les plus grands joueurs. Là, je vais être honnête avec vous. Il y a des techniques que je vais vous parler là-dedans qui ne seront peut-être pas applicables pour vous, mais je pense que c'est quand même important de savoir qu'est-ce qui existe comme technologie, quelles sont les possibilités. Puis, de cette façon-là, ça vous donne comme une vision plus large ou plus précise jusqu'à où vous voulez arriver ou quelles sont les prochaines étapes pour vous. C'est déjà terminé. Maintenant, on va passer à la phase de questions. Je ne sais pas comment ça fonctionne exactement, Vanessa, si tu vas reprendre le micro à ce moment-ci ou si tu vas m'envoyer des chats. Oui, c'est ça exactement. En fait, je vais attendre que les questions rentrent dans le QR. Puis également, si certaines personnes aimeraient poser des questions à Martin à l'oral, juste lever la main et je pourrai ainsi activer vos micros. Donc, n'hésitez pas. C'est certain que je vais me faire poser la question. Est-ce que tu souhaites partager ta présentation, Martin, à la fin du webinaire? Oui, absolument. On va pouvoir partager la formation. Comme je vous mentionnais, j'ai passé très peu de temps sur le référencement organique, mais je vous encourage beaucoup à voir la formation que j'ai faite qui est quand même très complète sur le référencement organique. D'accord. Parfait. Donc, je vais commencer avec les questions. Quel outil de marketing infolettre recommandes-tu? En fait, la plupart des outils vont être efficaces. Je vous dirais que c'est vraiment une question de choix. Dans mon cas, moi, j'utilise beaucoup MailChimp. Pourquoi? Bien, parce que je connais le logiciel, parce qu'il va couvrir les principales, la très, très grande majorité, en fait, des besoins qu'on peut avoir par rapport aux infolettes. On est capable de faire des automatisations d'infolettes. On est capable d'envoyer des infolettes selon les actions qui sont prises par des visiteurs sur le site. Donc, moi, j'y vais avec MailChimp, mais il y a plein d'outils d'infolettes qui sont très, très efficaces aussi. L'idée, en fait, c'est d'avoir un outil d'infolette qui va bien s'intégrer avec votre site web, avec votre e-commerce. Parce que ce que vous voulez avoir, c'est un outil qui va envoyer l'information
qui va être capable de recevoir un fait d'information de votre e-commerce. Comme par exemple, si j'ai un site qui fait une vente d'un produit XYZ à un client particulier, il faut que mon gestionnaire d'infolette soit capable de connaître cette information-là. Comme ça, je vais être capable de lui envoyer un courriel en lien avec le produit qu'il a acheté. Comme par exemple, si j'aimerais avoir un product review, ben là, à ce moment-là, je pourrais avoir une automatisation qui fait que quand le produit XYZ est acheté, ben, un courriel s'en va vers le client. Et puis là, le client est encouragé à faire un achat. Donc, je vous dirais que c'est la partie la plus importante, c'est la communication entre votre gestionnaire d'infolette et votre site web d'e-commerce. Parfait, merci. Autre question, y a-t-il des contenus d'infolettres qui convertissent plus que d'autres? Y a-t-il des best practices à connaître? Oui, en fait, il y a des best practices à connaître. En fait, je vais faire une formation au mois d'août sur spécifiquement les courriels. Donc, vous pourrez vous tenir à l'affût par rapport à ça. Je peux prendre quand même quelques secondes pour vous expliquer. La chose la plus importante dans votre courriel, c'est le titre de votre courriel. Les mots, puis ce qu'on va souvent vouloir avoir, c'est un titre qui va piquer la curiosité, qui va faire que la personne va vouloir ouvrir votre courriel. Dans le fond, un courriel a plusieurs parties. Vous avez le sujet, vous avez ce qu'on appelle le teaser, qui sont comme les premières lettres que vous pouvez, ou la première phrase que vous pouvez lire. Vous avez le contenu de votre infolette, puis vous avez des liens dans votre infolette qui vont servir à cliquer et à se rendre sur votre site web. Le rôle de chacun de ces choses-là, c'est de passer à l'étape suivante. L'étape la plus importante, c'est d'ouvrir le courriel. Donc, le titre de votre courriel va être extrêmement important. Donc, ce que vous voulez avoir, c'est piquer la curiosité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, je vais suggérer aux gens de dire, bien, vous offrez 15 % de rabais, mais vous offrez 15 % de rabais sur une très grande sélection de produits XYZ, par exemple. Donc là, on doit cliquer pour avoir plus d'informations par rapport à ça. C'est sûr que les mots gratuits, c'est le mot qui vend le plus. Donc, expédition gratuite. Donc, ça, c'est toujours un mot qui va être bon. C'est important aussi de ne pas trop être criard, si je peux dire, avec les titres. Parce que vous ne pouvez pas avoir la meilleure offre à chaque semaine. Tu sais, moi, j'avais un client là, que je pense que le titre dans son courriel, c'était comme la meilleure offre de l'histoire de l'humanité. C'est parfait. Là, tu peux faire un courriel puis envoyer ça comme sujet que tu as la meilleure offre de l'histoire de l'humanité, mais la semaine prochaine, ça va être quoi ton courriel? Tu sais, fait que là, à un bon moment donné, en faisant ça puis en jappant trop fort, ben, à un bon moment donné, les gens perdent l'intérêt. Puis, donc, ça, on veut éviter ça. Donc, le sujet va être très, très important. Donc, piquez la curiosité avec votre sujet. Votre teaser, dans le fond, utilisez-le pour souvent répéter la même chose que dans votre sujet, mais d'une façon différente et qui va aussi piquer la curiosité. Donc, ces deux éléments-là, c'est vraiment les éléments les plus importants. Vous voulez que ça ouvre, vous voulez juste tout simplement ouvrir, que la personne ouvre le courriel. Vous pouvez utiliser des emojis aussi, on voit ça de plus en plus. N'en faites pas un excès, mais vous pouvez l'utiliser. Si vous utilisez des choses pour un temps limité, ce qui est très efficace aussi quand on fait des campagnes de courriel, c'est que vous envoyez un courriel, par exemple, sur une promotion qui dure 10 jours. Et vous envoyez le courriel, la personne n'ouvre pas le courriel. Bon, mais les personnes qui n'ont pas ouvert le courriel, une des choses qui est très efficace, c'est que vous leur envoyez le même courriel exactement avec le même titre, le même contenu, 3 jours après. Et vous l'envoyez uniquement aux personnes qui n'ont pas ouvert votre courriel. Donc, ça va vous permettre d'avoir plus de gens qui vont rentrer dans votre tunnel d'acquisition. Donc, j'espère que ça répond à vos questions. C'est un peu rapide, là, mais disons qu'en général, vous voulez ouvrir le courriel, puis ensuite, votre courriel et votre site web vont pouvoir reprendre la balle à partir de là. Merci. Pour un commerce de quartier, est-ce que la stratégie serait différente selon toi?
Bien, absolument pas. En fait, la stratégie est la même. C'est sûr que si vous faites si je pense aux canaux d'acquisition, au référencement organique, vous allez faire du référencement organique qui va être un petit peu plus local. Donc, ça veut dire que vous allez vouloir vous assurer que vous êtes sur toutes les directories, bases de données, que vous êtes sur Yelp, bien évidemment Google My Business, que vous avez une page Facebook, vous avez toutes ces choses-là local, que vous allez pouvoir être en mesure de répéter votre adresse, que votre adresse va être dans le footer de votre site web. Donc, le référencement organique va être un petit peu différent. Au niveau des publicités, c'est exactement la même chose. Vous pouvez avoir des publicités qui vont être beaucoup plus ciblées géographiquement. Comme par exemple, je parlais de publicité de notoriété. Si vous avez un commerce de proximité, puis que vous arrivez, bien, vous pouvez faire, si vous savez que la plupart des gens restent dans 2 km autour de votre commerce, mais ciblez intensément les gens qui sont à 2 km. Avec Facebook, en fait, vous pouvez cibler jusqu'à 1 km seulement. Et puis, vous pouvez le faire intensément pour améliorer la notoriété. Donc là, à ce moment-là, ça devient plus intéressant d'utiliser dans un contexte de notoriété, contrairement peut-être à ce que je mentionnais tantôt. Pourquoi? Bien, parce que vous n'avez pas nécessairement besoin d'investir beaucoup d'argent pour aller chercher beaucoup de notoriété. Et puis par la suite, bien, vous allez pouvoir faire des campagnes, comme on va discuter la semaine prochaine, de remarketing et puis tout le reste. Mais en fait, c'est juste que ciblez-le vraiment plus géographiquement au niveau de vos publicités. Au niveau du courriel, ça ne change rien. Au niveau des médias sociaux, la même chose. Vous pouvez continuer à faire exactement la même chose que vous faites. Autre question, comment peut-on calculer le temps requis pour optimiser les sources utilisées, Google Ads, infolettres, etc.? Oh, ça, c'est une très bonne question. En fait, je vous dirais que ça dépend, en fait, si on parle des publicités, etc., ça dépend du nombre de publicités que vous avez. Tu sais, si vous voulez optimiser une publicité Google Ads, parce que vous avez un créneau qui est très, très spécifique, puis vous n'avez pas beaucoup de familles de produits, bien, ça va être beaucoup moins long que si vous avez un magasin de sport qui tient 40 catégories de produits différentes. Souvent, ce que je vais conseiller aux gens, c'est de commencer graduellement. En fait, vous avez des catégories de produits qui sont plus intéressantes pour vous. Pourquoi? Parce que vous avez un avantage compétitif là-dessus. Parce que, par exemple, vous avez une très grande sélection de produits, vous avez vraiment une spécialisation dans une famille de produits particulière, vous avez des prix qui sont compétitifs, vous faites des marges de profit qui sont intéressantes ou qui sont plus intéressantes que pour vos autres familles de produits. Donc, concentrez-vous sur ces produits-là pour commencer. Puis, c'est la même chose d'ailleurs aussi pour le référencement organique. Je vous conseille quand même d'avoir une bonne base générale pour votre site pour le référencement organique. Mais ensuite, quand vous avez fait ça, vous pouvez faire du référencement organique qui va être plus ciblé pour des catégories de produits particulières. Maintenant, chiffrer ça en temps, c'est très difficile pour moi. Je vous dirais que, en fait, ça dépend qui le fait. Si c'est une agence qui va le faire et que c'est quelqu'un qui sait comment gérer des comptes publicitaires, faire un format publicitaire ou une publicité, c'est quand même pas quelque chose qui va prendre des heures et des heures. Mais si vous voulez apprendre à faire Google Ads ou à gérer vos publicités par vous-même, à ce moment-là, c'est sûr que ça va être beaucoup plus long. Il y a beaucoup de temps à investir là-dedans, surtout pour le Google Ads dans le Search Network. Donc, les publicités qui sont écrites, ce sont les plus... c'est le meilleur format publicitaire pour faire de l'argent. C'est le meilleur format pour en perdre. Donc, il faut savoir quoi faire. Donc, ça, il y a quand même beaucoup de temps à mettre là-dessus. Parfait. J'ai une question un peu plus développée. Je vais te la lire. Alors, ma boutique en ligne est sur Squarespace et on dirait que mon site et Mailchimp ne se parlent pas. Y a-t-il moyen d'intégrer un intermédiaire pour résoudre ce problème? Ou devrais-je migrer mon site web vers une plateforme compatible, exemple Shopify? Avez-vous une recommandation de plateforme e-commerce? Normalement, il devrait exister une connexion, un outil d'intégration avec Mailchimp pour Squarespace. L'outil d'intégration va faire exactement ce que je mentionnais tantôt, c'est-à-dire passer l'information d'une plateforme à l'autre. Donc, ça serait à vérifier vos intégrations dans Squarespace. Maintenant, c'est sûr que si vous voulez comparer Squarespace et Shopify, si on parle d'un point de vue e-commerce spécifiquement, c'est sûr que Shopify va être une plateforme qui va être beaucoup plus puissante au niveau du e-commerce que Squarespace. Squarespace, par contre,
On va être capable d'aller chercher beaucoup plus de flexibilité au niveau de l'affichage des pages. Je vous dirais que Squarespace pourrait être un très bon site pour des gens pour qui le design est très important, qui n'ont pas nécessairement beaucoup de produits à vendre et qui n'ont pas besoin de fonctions avancées pour la gestion de leurs produits. Donc, moi, c'est sûr que la dernière chose que je veux conseiller à un client à chaque fois, c'est de changer de site web parce que c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, qui prend beaucoup d'énergie, qui prend beaucoup d'investissement puis qui n'améliore pas vos ventes. Donc, il faut vraiment qu'on soit rendu à un point où on se dise « j'ai pas le choix, il faut que je passe vers une autre plateforme ». Mais généralement, avant qu'on en arrive à dire qu'on change de plateforme, il y a quand même certaines étapes qu'on peut passer. On peut améliorer notre référencement organique, on peut améliorer, par exemple, on peut ajouter des pop-ups sur le site. Les publicités peuvent peut-être être améliorées. Donc, avant d'en arriver là, dans le fond, je m'assurais que tous vos canaux sont vraiment bien optimisés. Quel genre de budget doit-on prévoir pour une campagne de lancement de produits au Québec? C'est une très bonne question et ça dépend du type de produit que vous avez. C'est très difficile de répondre à cette question-là. En fait, ce qu'il faut surtout faire, c'est comme je vous ai expliqué tantôt, si on va dans le display, si on va dans le Facebook, en général, on va aller chercher beaucoup de gens. On va aller chercher at large. Mais ce qu'on va vouloir, en fait, c'est que aussitôt que quelqu'un arrive sur votre site web, que cette personne-là soit vraiment bien accompagnée par la suite, par le remarketing, par des techniques plus avancées au niveau de la gestion d'infolettes qu'on va voir la semaine prochaine. Donc, l'idée, ce serait vraiment d'avoir un site qui est optimisé. Vous vous assurez de ça. Une fois que c'est optimisé, bien là, allez-y selon votre budget pour aller avoir le plus de gens qui vont avoir une interaction avec votre produit, c'est-à-dire des gens qui vont cliquer un lien, cliquer une publicité, cliquer n'importe quoi, ou vous recherchez sur le web puis vous retrouvez sur votre site. Maintenant, au niveau... Puis pourquoi je dis ça? C'est parce que la notoriété, en fait, une campagne de notoriété, c'est important seulement pour les gens qui sont intéressés à acheter vos produits. La notoriété en général, à moins que vous soyez une compagnie qui vend des produits qui sont vraiment at large, c'est pas quelque chose qui est nécessairement un but qui est recherché. Moi, j'ai un client qui vendait un service particulier, puis dans le fond, il y avait des campagnes de remarketing, donc il était ciblé à ce moment-là. Quand les clients viennent sur le web, là, quelqu'un qui dit « Ah, vous êtes vraiment big, je vois vos publicités partout, je vois vos publicités dans la presse, je vois vos publicités sur Facebook partout, vous êtes vraiment une compagnie qui est big. » Non, ce n'est pas une compagnie qui était big, mais c'est une compagnie qui était big pour la personne qui était le client spécifique. Donc, pour cette personne-là, avoir la notoriété avec ce client-là, c'est important. Avec le reste de la population, ça l'était moins. Donc, c'est pour ça que ce que je veux dire, en fait, c'est que votre notoriété, travaillez-là une fois que vous avez des gens qui viennent sur votre site web. Ces gens-là, ils vous disent que le produit est intéressant, donc travaillez votre notoriété prioritairement avec ça. Mais c'est sûr que si vous voulez aller chercher des clients, vous allez devoir aller dans le display network, aller plus at large, puis investir une partie de son montant public, de vos montants là-dessus. Mais c'est pratiquement impossible pour moi de mettre un montant réel là-dessus. Demande de recommandation. Pour toi, quel est le CMS que tu préfères dans un e-commerce moyennement complexe? J'imagine qu'on parle de Content Management Software. Il y a plusieurs termes. Là. Dans le fond, si on parle au niveau e-commerce, donc le type de logiciel de e-commerce conseillé, en fait, moi, je suis un gros fan des SaaS, donc Software as a Service. Donc, Software as a Service, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne payez pas pour développer le site. Généralement, vous allez être capable de mettre un site vous-même en ligne sans avoir l'aide d'un programmeur. C'est sûr que Shopify est un incontournable là-dedans. Donc, c'est une plateforme qui est vraiment très, très puissante au niveau du e-commerce. Par contre, c'est une plateforme qui a certaines faiblesses aussi. Au niveau du multilingue, c'est pas optimal, en tout cas pas encore. Semblerait-il qu'ils vont apporter des améliorations, mais on n'est pas optimal au niveau du multilingue, malgré le fait qu'on peut avoir quand même, il y a quand même des solutions que j'appelle des
des workarounds pour le moment, mais il y a quand même une faiblesse à ce niveau-là. Ils sont beaucoup améliorés au niveau de la gestion d'inventaire, mais ils ne sont quand même pas optimales. Si vous avez des besoins qui sont quand même assez particuliers au niveau de votre système de gestion d'inventaire, ce ne sera peut-être pas l'idéal. Donc, à ce moment-là, si vous n'y allez pas pour ça, bien là, vous devez y aller si vous avez un gestionnaire d'inventaire, vous avez Shopify, il faut connecter les deux ensemble. Là, on commence à parler de milliers de dollars tout de suite en partant. Donc, si on a besoin de gestion, si on a des besoins de gestion d'inventaire plus avancés, je pense que Lightspeed, qui est une entreprise montréalaise, fait ça très bien. En fait, juste pour vous expliquer, Lightspeed, en fait, à la base, c'est un logiciel de gestion d'inventaire. À la base, Shopify, c'est un logiciel d'e-commerce. Shopify améliore sa gestion d'inventaire. Lightspeed améliore son e-commerce. Donc, la force de Lightspeed, c'est vraiment la gestion d'inventaire et fait du e-commerce. Shopify, c'est du e-commerce qui fait aussi de la gestion d'inventaire. Donc, ces deux choses-là sont vraiment, ces deux entreprises-là sont vraiment à étudier. Si vous voulez y aller dans du plus local, panier d'achat est aussi très bien, très simple à utiliser. Donc, si vous êtes plus ou moins à l'aise avec les technologies, ça peut être une bonne idée pour vous. Il offre aussi un très bon service à la clientèle. Puis, il offre du multilingue aussi. Donc, ça pourrait être une bonne option pour vous. Donc, je vous dirais que ça ressemble vraiment à ces trois-là que je pourrais vous conseiller, mais il y en a une panoplie. Il y en a une panoplie. Autre question, comment acquérir une base de données clientèle, entre parenthèses, adresse courriel? Peut-on l'acheter? Non, on ne peut pas l'acheter, en fait. Puis s'il y a des gens qui vous disent qu'ils peuvent vous donner des adresses courriel, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Genre, mets l'adresse courriel pour 99 là, ça, c'est à ne pas faire parce que vous allez vous retrouver avec plein d'adresses qui n'auront pas de valeur. Vous allez envoyer des courriels à ces gens-là. Vous allez avoir ce qu'on appelle des taux de rebond qui vont être très, très élevés. Et puis, vous allez être flagué. Donc, vos courriels ne se rendront même plus à vos clients. Donc, on ne peut pas les acheter. La seule façon d'acheter ça, en fait, c'est si vous achetez une entreprise qui possède des courriels, qui possède une base de données. À ce moment-là, vous pourrez évidemment l'utiliser. Les meilleures façons de monter une base de données de courriel, bien, le premier truc, c'est vraiment de faire, comme je mentionnais tantôt, avoir un pop-up. La deuxième chose qui est très importante aussi, qui pourrait être intéressant pour vous, c'est de faire des concours sur les médias sociaux. Faire des concours et dans un concours dans lequel la personne doit s'abonner à l'infolettre pour participer au concours. Ces concours-là sont efficaces quand vous êtes capable d'avoir beaucoup de partage. Donc, si vous avez d'autres entreprises qui veulent s'associer avec vous pour les concours, plus vous allez aller chercher de portée, bien plus ça va être efficace. Parfait, merci. Autre question. Quand est-ce qu'il est temps de passer du multicanal à l'omnicanal dans notre stratégie de vente? Quand vous avez fait tout ce qu'on a parlé aujourd'hui. Quand vous pouvez cocher toutes les choses, là vous êtes prêt à passer à du omnicanal. Okay. Vous n'êtes pas si loin. Normalement, là, le remarketing, les techniques de courriel avancées, on va en parler la semaine prochaine, vous allez être capable de faire ça une fois que vous allez avoir passé toutes les étapes qu'on a discutées aujourd'hui. S'il faut choisir, est-ce préférable de mettre beaucoup de contenu dans une infolettre ou d'envoyer plusieurs infolettres et de segmenter notre contenu? C'est une bonne question. En fait, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de la longueur de votre contenu. Il n'y a pas de recette. En fait, ce que je dis souvent, c'est est-ce que c'est pertinent? Est-ce qu'on est rendu à un point où on fait du remplissage ou on est encore pertinent? Quand on est rendu qu'on fait du remplissage, qu'on envoie du contenu pour envoyer du contenu, à ce moment-là, ça peut être moins intéressant. Ça peut être intéressant d'avoir une série de courriels. Souvent, on va avoir c'est ce qu'on appelle du onboarding. Donc, une personne s'abonne pour recevoir de l'information. On peut envoyer plusieurs courriels avec de l'information. Je vous dirais que généralement, on ne veut pas envoyer des courriels qui vont être trop longs. La même chose avec YouTube. Dans le fond, au lieu d'avoir une vidéo YouTube de 45 minutes, des fois, vous êtes mieux d'avoir 5 vidéos de 5 minutes qui se suivent et qui vont faire que vous allez aller chercher plus d'abonnés puis que vous allez aller chercher au bout de la ligne plus de views sur vos vidéos. Donc,
je ne sais pas de quel contenu on parle, je ne sais pas c'est quoi la longueur, je ne sais pas les produits. J'aurais tendance à dire que ce serait probablement mieux d'avoir ça segmenté, mais encore pour revenir au début, ça dépend. Autre question, quel média québécois pour faire un peu de ce que Facebook fait? Bien sûr, il est unique. Vois-tu quelque chose pour bientôt? On parle de médias sociaux ici, j'imagine, une plateforme de médias sociaux. Oui, de type Facebook. Oui, bien, c'est sûr qu'on n'a pas d'équivalent de Facebook, puis malheureusement, on n'a pas le choix d'aller vers un Facebook. Je ne connais aucun média social. Ben, c'est pas vrai. Il y en a qui existent québécois. Mais c'est. Tu sais, dans le fond, la logique, c'est d'aller où les Québécois sont. Les Québécois sont sur Facebook, les Québécois sont sur Instagram. Donc, si vous voulez vendre à des Québécois, bien, assurez-vous que vous ciblez des Québécois par les médias sociaux, même si, dans le fond, l'outil est américain à la base. Autre question, devrions-nous créer notre contenu à l'interne et faire nos propres publicités en embauchant une ressource dédiée ou déléguée en impartition? Quel est le meilleur ratio coût-bénéfice? Bien, le meilleur, ouais. C'est toujours mieux quand vous le faites vous-même. Ça, c'est définitif parce que vous allez sauver sur les prix, vous allez sauver sur plusieurs choses. Ce que je conseille souvent, c'est de le faire graduellement et d'avoir plusieurs personnes qui s'occupent de chacun de parties différentes. Parce que si j'ai quelqu'un qui s'occupe de mon marketing, qui s'occupe de faire mes publicités, qui s'occupe de tout ce qui est rapport à numérique, et puis que le lendemain, cette personne-là quitte votre entreprise, puis qu'il n'y a personne d'autre qui a l'expertise, bien là, vous allez vous retrouver avec un problème. Donc, tu sais, puis il y a aussi le fait que c'est une mentalité d'entreprise qui va être différente. C'est une culture d'entreprise que vous devez changer. Si vous faites tout à l'externe et que vous voulez amener à l'interne, donc c'est important de le faire graduellement, s'assurer qu'il y a de la formation. Vous pouvez utiliser, il y a des gens comme moi, dans le fond, qui offrent des formations à des employés qui vous montrent comment le faire, mais sachez que la chose qui est la plus difficile à gérer à l'interne, ce sont les publicités. Donc, c'est pour ça souvent que les gens vont aller avec des agences. Bien, encore là, les agences ne sont pas tous bonnes, si je me fie aux chiffres que je regarde. Donc, il s'agit de trouver une bonne agence aussi. Mais c'est ça. Et puis, pour ce qui est du ratio, en fait, je vous dirais que ça dépend de la grosseur de votre entreprise. C'est si vous avez 2 employés, si vous en avez 18, c'est différent. En fait, la question, c'est si quelqu'un quitte, à quel point ça va vous faire mal? Est-ce que vous êtes capable de vous en remettre? Si vous n'êtes pas capable de vous en remettre, bien, à ce moment-là, allez-y pour une impartition que vous allez être capable de gérer. Google Ads Shopping, est-ce bon pour tout type de commerce? C'est bon pour tout type de commerce qui vend des produits physiques. Vous ne pouvez pas faire de Google Shopping si vous ne vendez pas un produit physique. Et est-ce que c'est bon pour tout type de commerce? Oui, absolument. Est-ce que c'est bon pour tout type de produit? Oui, probablement. Est-ce que c'est souhaitable pour une entreprise d'afficher tous ses produits sur Google Shopping? Probablement pas. Pourquoi? Question de marge de profit, question d'offres que vous avez pour vos clients. Donc, dans le fond, c'est une sélection que vous devez faire. N'oubliez pas que le Google Shopping, Google Ads, c'est ce qu'on appelle du pay-per-click. Donc, si la personne ne clique pas votre publicité, bien, ça vous a coûté 0. Si la personne clique votre publicité, bien, c'est seulement à ce moment-là que vous allez payer. Souvent, j'ai la question de « Ouais, mais là, il y a tellement de compétition, tout le monde vend des bottes d'hiver, tout le monde vend des manteaux. » Oui, je sais que tout le monde vend des manteaux, vend des bottes d'hiver, mais ça reste que dans le Google Ads, c'est 3 publicités là, qui montent en même temps. Là. Fait que tu es toujours en compétition avec 2 ou 3 autres, en fait. Dans le Google Shopping, c'est peut-être un petit peu moins vrai, mais souvent, ce que je vais voir avec le Google Shopping, parce que le Google Shopping va montrer plus de publicités, va montrer 8, 9, 10, 12 publicités à la fois, mais souvent, un commerce va être capable d'aller chercher 5, 6 spots de Google Ads. Fait qu'il va avoir, dans le fond, 5-6 spots de Google Ads, il va avoir une publicité en Google Ads, puis s'il est en référencement organique, il va être en premier aussi. Ça veut dire que sur les 12 premiers liens, il y en a 7-8 qui appartiennent à un commerce en particulier.
Donc, à ce moment-là, ça commence à devenir pas mal intéressant. Il nous reste oui, 2-3 questions. Alors, je vends des formations. Quelle serait la meilleure option de placement de publicité dans mon cas? Placement publicitaire, quand on tombe dans le service, vraiment le Google Ads, Search est vraiment la chose qui est la plus efficace. Parce que, comme je mentionnais tantôt, si vous vendez, par exemple, je ne sais pas moi, peu importe la formation, là, mais si vous vendez une formation de réparation de voiture, par exemple, bien, si vous ne pouvez pas afficher ça dans Google Shopping, si vous êtes dans Facebook, dans le fond, vous pouvez aller chercher de la notoriété. Donc, il faut que vous trouviez quelqu'un qui, au moment où il veut prendre un cours spécifique que vous offrez, que lui soit intéressé, puis qu'il voit votre publicité exactement à ce moment-là, ça commence à faire beaucoup de hasard. Tandis que le Google Ads, dans le fond, si moi, je veux prendre un cours de réparation auto, bien, je vais faire cours réparation automobile. Puis là, je vais avoir des publicités spécifiques aux mots-clés qui sont entrés, qui vont s'afficher. Donc, ce serait vraiment définitivement le format publicitaire que je favoriserais dans votre cas. Si vous aviez très, très peu de ressources pour la publicité, comment procéderiez-vous? J'ai manqué un petit bout de webinaire. Si la question a été posée, je la réécouterai. Si on a très peu de ressources, en fait, assurez-vous de pouvoir accompagner vos clients vers l'achat. Ça, on va en parler beaucoup. Si vous avez très peu de ressources, à ce moment-là, moi, ce que je vous dirais, c'est est-ce que vous avez des clients qui viennent sur votre site Web? Si vous avez des clients qui viennent sur votre site Web, à ce moment-là, votre très peu de ressources, investissez-le pour maximiser la conversion des clients qui ont été sur votre site Web. Donc, comme je mentionnais tantôt, c'est beaucoup plus facile de vendre à un client à qui vous avez déjà vendu. C'est beaucoup plus facile de vendre à un client qui a été sur votre site Web, qui a interagi avec votre marque. Donc, concentrez-vous sur les gens qui sont venus sur votre site Web par du remarketing, par du courriel, puis on va voir toutes les façons de le faire lors du prochain webinaire. Super. Puis, pour finir, est-ce que tu offres du coaching personnalisé? Oui, en fait, j'offre du coaching personnalisé. En fait, il y a deux choses que je veux mentionner. Si vous êtes situé à Montréal et que vous êtes une entreprise, le CQCD, dans le fond, vous pouvez recevoir 2h30 d'accompagnement pour vous. Et puis, donc c'est offert par la Ville de Montréal, PME Montréal, et c'est le CQCD qui fait la gestion. Donc, si vous allez, je pense que Vanessa ou peut-être Karina va être la meilleure personne pour répondre où vous devez vous abonner, où vous devez poser votre candidature. Donc, ça serait la première chose. Donc, vous allez avoir 2h30, puis vous allez avoir des gens spécialisés en numérique comme moi qui vont pouvoir vous aider. Donc, ça va être un 2h30 de coaching, puis c'est totalement gratuit. Et puis sinon, ben moi, je prends des clients de façon personnelle aussi, parfois, mais de façon limitée. Super. Ben, ça fait le tour des questions. Si vraiment il y en a d'autres qui viennent par la suite, je n'hésiterai pas à te transférer, Martin, pour que tu puisses leur répondre directement. C'est parfait. Ça va me faire plaisir de répondre aux questions supplémentaires qu'il pourrait y avoir. Parfait. Oh, il y en a une qui vient de rentrer. Ah non, c'est juste un merci. Bon, parfait. Ça m'a fait plaisir. Je laisse la parole à Karina. Bien, merci beaucoup, Martin. C'est comme toujours très enrichissant. Le plaisir là-dedans, c'est qu'on va pouvoir te retrouver pour le volet 2 le 30 juin prochain. Donc, merci encore. Toujours en collaboration, ces webinaires-là ont lieu grâce à la collaboration du CQCD et évidemment Détail Québec. Donc, je tiens à remercier également Détail Québec. Voici quelques webinaires qui pourraient vous intéresser. Donc, 23 juin, cibler les besoins du client efficacement. Mardi 30 juin, le e-commerce avec Martin. Le e-commerce omnicanal pour petites entreprises, mais le volet 2. Et mercredi, commerce en ligne 101. Le jeudi 9 juillet, comment faire face aux enjeux de l'emploi juridique et RH, aussi des webinaires toujours très intéressants. Je vous invite également à nous suivre sur notre page Facebook où tous les événements sont évidemment affichés.
Donc, en espérant, merci infiniment pour votre participation et en espérant vous retrouver rapidement les prochaines fois. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci encore, Martin. À Merci, bientôt. Martin. Merci, Vanessa aussi. Merci à tous. Au Bonne journée. revoir. Merci, au revoir.